Bonjour, j'en arrive enfin à la dernière vidéo de cette série consacrée à la mise à jour de janvier 2020 des coûts en point d'escadron et emplacement d'amélioration, introduisant par ailleurs le nouveau format hyperespace. Les 7 factions ont été envisagées séparément, dans l'ordre les 3 que je joue régulièrement, à savoir l'Empire Galactique, le Premier Ordre et les Séparatistes, puis les 4 que je connais beaucoup moins bien, dans l'ordre les Racailles et Scélérats, l'Alliance Rebelle, la République et la Résistance. Mais tout ce qui évolue dans cette mise à jour n'est pas nécessairement lié aux factions. Le contenu générique du jeu est également altéré et parfois assez drastiquement, ce qui justifie cette dernière vidéo consacrée à toutes les améliorations génériques. Et on aura vite l'occasion de constater deux choses par opposition aux évolutions des factions. D'une part, la mise à jour est ici bien moins ample. Si la plupart des vaisseaux du moins sont concernés par la mise à jour, la très grande majorité des améliorations génériques ne connaît pas la moindre évolution. Toutefois, et d'autre part, celles qui évoluent peuvent le faire parfois assez radicalement, et surtout, en moyenne du moins, le rouge est bien plus présent ici. Si les augmentations concernant les vaisseaux et pilotes sont assez rares, celles concernant les améliorations génériques sont bien plus fréquentes, relativement du moins. Et bien sûr, ces évolutions du matériel générique affectent toutes les factions, mais pas toujours dans une égale mesure. À titre d'exemple, toucher dans un sens ou dans l'autre au slot d'illégal ne fait ni chaud ni froid à l'Empire Galactique, mais il en va de même pour les astromechs, disons. De même, certaines factions seront davantage concernées par les coups des canons ou des tourelles que d'autres, etc. La question de l'hyperespace, c'est encore autre chose, et ici la mise à jour est beaucoup plus voyante, généralisée et, disons-le, sévère. Une bonne moitié des améliorations génériques du jeu deviennent illégales en hyperespace si elles ne l'étaient pas déjà, et dans le lot on trouve des cartes très régulièrement jouées et dont l'exclusion est du coup à même de sérieusement affecter le méta hyperespace. Mais là encore, probablement pas dans une égale mesure pour toutes les factions. À titre d'exemple, les factions lumineuses se moqueront totalement de l'illégalité de haine. Pour celles du côté obscur, en revanche... Mais même en les mettant sur un pied d'égalité, l'exclusion de tireurs hors pair, mettons, pourra bouleverser pas mal de choses. Enfin, quand bien même l'extension batailles épiques et le kit de conversion pour les vaisseaux immenses sont très récents, cette mise à jour les a concernés également, même si de manière assez ciblée. Il nous faudra donc le prendre en compte en toute dernière mesure, presque comme un appendice à tout ce qui concerne les formats étendus et hyperespace. Pour l'heure toutefois, consacrons-nous à ces derniers. Penchons-nous d'abord sur les coûts et je traiterai de la question du nouveau format hyperespace plus loin. Commençons par le petit personnel, artilleurs, astromech et équipage. On ne constate pas de changement chez ces derniers en fait, et peu chez les autres, mais très significatif en revanche. En effet, du côté des artilleurs, le très puissant artilleur de tourelle vétéran augmente une fois de plus, et de 2 points là encore, passant à 10. Certes, l'efficacité de cette carte justifie un coût relativement élevé. Reste que c'est une très mauvaise nouvelle pour certains vaisseaux ayant tendance à ne se montrer pertinents qu'à la condition de l'embarquer, notamment des petits châssis à tourelle comme les divers Y-Wing, sans même parler du taille AG agresseur. Non, ne parlons pas du taille AG agresseur. D'autres vaisseaux peuvent en être affectés, cela dit, mais peut-être dans une mesure un peu moindre. Par exemple des gros socles comme les divers YT-1300 ou encore la forteresse stellaire MG100. Avec ses 2 slots, il en monopolisait souvent un. Mais oui, c'est surtout du côté des petits socles que cela devrait se montrer douloureux, je suppose. Et pour ce qui est des astromechs, si un seul est affecté, cela n'en est pas moins un des traits les plus significatifs de cette mise à jour. L'astromech R2 connaît une augmentation de son coût variable, de même très logiquement que son avatar limité R2D2 dans l'Alliance Rebelle. À une hypothétique agilité de 0, l'astromech ne bougerait pas, mais cela reste hypothétique, et il devient donc plus cher pour tous les vaisseaux véritablement concernés, parmi lesquels tout spécialement le X-Wing T-65. Dans son cas, l'astromech R2 coûte 3 points de plus, ce qui devrait dissuader le spam et la tactique de fuite régénération. Je ne m'en plaindrai certainement pas. Passons maintenant à toutes les armes secondaires, canons, engins, missiles, torpilles et tourelles. Mais c'est vite vu pour ces deux dernières, elles n'évoluent pas. Les changements les plus significatifs clairement concernent les canons. Ils augmentent tous d'1 point à l'exception du rayon de brouillage qui demeure gratuit. On peut raisonnablement supposer que la nouvelle configuration du B-Wing ASF-01, S-Foil stabilisé, n'y est pas pour rien. Mais cela affecte du coup d'autres châssis, ce qui est sans doute un peu regrettable. D'autant que les canons de manière générale ne se sont pas montrés si efficaces jusqu'à présent, et le B-Wing pourrait bien être le châssis qui changera tout ça. Pour les engins, la seule modification concerne la bombe électroprotonique, en fait à la fois un engin et une modification, mais je n'en traiterai que dans cette section, ça me paraît plus logique, qui coûte désormais 2 points de moins. Ça en fait toujours 12, et c'est toujours beaucoup pour un machin bizarre qui avait beaucoup fait parler de lui en preview,
mais elle ne me semble pas avoir été tant jouée que ça. Son coût et le marqueur d'amorce obligatoire se sont sans doute montrés dissuasifs. Dans l'absolu, ce devrait être une bonne nouvelle pour Goji, mais Goji. En revanche, nous avons deux nouvelles entrées dans le paquet d'engins chargement complet, les bombes ioniques, 6 points d'escadron, et les mines groupées, 8 points d'escadron. Ces dernières pouvaient se montrer assez effrayantes en V1, on verra ce que cela donnera en V2. Enfin, pour ce qui est des missiles, pas de variation, mais une nouvelle entrée là encore, les ogives à impulsion magnétique, qui devraient apparaître simultanément dans les extensions taille du Major Von Reg et Fireball, mais aussi, semble-t-il, le paquet de renfort pilote hors pair. 6 points d'escadron, ça me fait l'effet d'un coup adéquat à vue de nez. Passons maintenant à tout ce qui est bidouillage du vaisseau dans une optique pas nécessairement offensive, illégale, modification, senseurs et technologie, mais il n'y a pas d'évolution ici concernant ces dernières. Pour ce qui est des améliorations, les ailettes statiques de décharge coûtent dès maintenant 2 points de moins. Cette amélioration ne m'a jamais emballé, mais je suppose que de nouvelles cartes comme les bombes ioniques ou les ogives à impulsion magnétique pourraient la rendre un tout petit peu plus pertinente. Je n'y crois pas trop non plus. Du côté des senseurs, je suis assez joasse parce qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première qui ne figure pas dans ce tableau et pour cause, c'est que les senseurs passifs n'augmentent pas. Pour moi, c'est une des plus grandes surprises de cette mise à jour. Je m'attendais vraiment à ce que cette amélioration très puissante prenne assez cher en fait, ou du moins augmente un peu. À 3 points, c'est vraiment très attrayant. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est la diminution assez marquée du coût du simulateur de trajectoire. À 4 points de moins, cette chouette carte qui avait été beaucoup trop violemment nerfée en janvier dernier, 7 points dans les dents, après une assez jolie carrière dans les premiers temps de la V2, redevient beaucoup plus jouable. Par exemple sur des Taisea Punisher ou la forteresse stellaire MG100 qui lui était associée dès les origines. C'est un des aspects de cette mise à jour qui laisse entendre que FFG souhaite désormais favoriser un peu le jeu sur les bombes et les mines, avec chargement complet en approche, en dépit de quelques signes contraires que l'on notera dûment. Je suis preneur. Le slot d'illégal varie davantage et toujours à la baisse. Les amortisseurs inertiels connaissent une baisse globale de 2 points et cybernétique de contrebande d'1 point, ce qui paraît intéressant. Il en va de même pour l'appareil d'occultation, encore que je ne sois pas bien sûr de ce que j'en pense cette fois. Enfin, nous avons là aussi une nouvelle entrée avec l'hypercarburant coaxium à 2 points d'escadron qui apparaît dans l'extension Fireball. Elle figure semble-t-il aussi dans le paquet de renfort pilote hors pair, mais je ne vois pas là comme ça quel autre vaisseau pourrait en avoir l'usage. Peu de talent évolue enfin et aucun pouvoir de la force. As de l'espace est moins cher sur les socles moyens et gros socles, tandis que Cascou et salve de saturation diminuent tous deux d'1 point. Cette dernière amélioration peut intéresser par exemple le capitaine Jonus si la réduction ne compense pas totalement l'augmentation du coût de ce pilote. Ok. On a fait le tour. Les variations en termes de coût pour les améliorations génériques sont donc relativement limitées, en nombre du moins, si certaines sont particulièrement notables. Je dirais surtout le buff du simulateur de trajectoire et les nerfs de l'artilleur de tourelle vétéran et de l'astromech R2, là comme ça. L'augmentation générale du coût des canons est importante par la quantité, mais je ne sais pas encore ce qu'il en est pour la qualité, disons. Le nouveau format hyperespace est autrement crucial ici. Beaucoup de cartes sont concernées qui sont illégales dans ce format. La plupart de celles qui l'étaient déjà le demeurent, à deux exceptions près, l'apprenti technicien et le MASL avancé, lequel intéressera tout spécialement le Fireball. Il faut cependant y ajouter 4 nouvelles entrées, les bombes ioniques, les mines groupées, l'hypercarburant coaxium et les ogives à impulsion magnétique sont tous légaux. Mais ce qui compte le plus ici réside dans le très grand nombre d'améliorations qui deviennent illégales, et l'abondance de rouge dans ce tableau en est un témoignage éloquent. Pour ce qui est des artilleurs, passe à la trappe l'artilleur de tourelle vétéran, doublement nerfé donc, aïe, l'artilleur hors pair et enfin le bombardier compétent. Dommage si on veut favoriser les jeux bombes, ça aurait pu intéresser les Taeska Striker notamment. Les astromechs sont épargnés, c'est la seule catégorie d'amélioration générique pour laquelle il n'y a aucune exclusion. Du côté des canons, appuie le canon laser lourd, mais aussi le rayon de brouillage gratuit. Les B-Wing avec leur nouveau S-Foil stabilisé se plaignent, on ne les plaint pas tant que ça. Du côté des engins, bye bye la bombe électroprotonique, ok. Le filet Connor, le générateur de sous-munitions et les mines de proximité. Pour les équipages, pas grand chose, on se passera juste du droïde Gong GNK et du navigateur chevronné. Les améliorations de l'emplacement illégal sont globalement protégées, mais le dispositif de retour rejoint l'appareil d'occultation dans la catégorie de l'illégal illégal. Les missiles prennent assez cher, appuient les missiles à tête chercheuse, les missiles diamant bord, les missiles groupés, les roquettes à protons et les roquettes de barrage. Tout de même. Mais ce qui m'étonne le plus ici, c'est probablement d'avoir conservé les missiles à concussion en fait, abondamment joués dans plein d'archétypes de liste. Je suppose que c'est une bonne nouvelle, mais ça me fait l'effet d'un choix assez étrange au regard de ce format.
Pour les modifications, on coupe la poire en deux, on se passera désormais des ailettes statiques de décharge, des boucliers améliorés, du brouilleur tactique, du déflecteur électronique, de post-combustion, et du système d'occultation. Du côté des pouvoirs de la force, très mauvaise nouvelle pour les joueurs du camp de l'ordre de la sécurité, de la croissance économique et du bon droit, N n'est plus jouable en hyperespace. Aïe, aïe. Mais c'était sans doute la chose à faire. Les réflexes prémonitoires et les réflexes surnaturels dégagent aussi, ok. Et enfin, sens, ce qui est peut-être un tout petit chouïa plus embêtant. Les senseurs prennent assez cher eux aussi, plus de détecteurs anti-collision, de senseurs avancés et de simulateurs de trajectoire. Les talents deviennent illégaux aux 2/3 environ tout de même. Disparaissent adresse au tir, c'est une Marana n'est pas contente. Feint, là ce sont surtout les Naboo je suppose. Insaisissable, loup solitaire, maîtrise de soi, prédateur, aïe. Tactique de nuée, ok. Tir habile, ok aussi. Et peut-être le changement le plus significatif pour les talents, tireur hors pair dégage aussi, blâme. On coupe la poire en deux pour les technologies, adieu l'analyseur de modèles, ok, et le synchroniseur télémétrique. Pour ce qui est des torpilles, seules les torpilles ioniques passent à l'as, ce qui n'est pas bien grave. Je n'aurais pas été surpris d'y retrouver les torpilles à protons honnêtement, mais non. Et enfin pour les tourelles, bye bye la tourelle dorsale, ok. Ça fait pas mal de choses, et des choses parfois douloureuses. Reste une dernière chose à envisager ici, les évolutions concernant les batailles épiques et les vaisseaux immenses. Du côté des vaisseaux en eux-mêmes, il y a une seule évolution à noter, les deux avatars de la corvette de classe Raider, soit la patrouille de la bordure extérieure pour l'Empire Galactique et les collaborateurs du Premier Ordre, coûtent désormais 4 points de moins, ce qui les situe à 146 points l'escadron, soit le niveau de la corvette corélienne CR-90. Le Raider n'est donc plus le vaisseau le plus cher du jeu, les deux vaisseaux immenses les plus immenses se situant désormais au même niveau à poil. Mais diverses améliorations connaissent également des évolutions à la baisse. Une seule est issue de l'extension Batailles épiques, même si elle implique de toute façon l'emploi des vaisseaux immenses. Et c'est la carte de commandement Chasseur de cuirassés. Elle coûte désormais 4 points de moins, passant à 6, et c'est tout à fait bienvenu. Cette carte était beaucoup trop chère initialement, qu'elle voit ainsi son coût diminuer presque de moitié est appréciable. Les autres améliorations concernées viennent du kit de conversion pour les vaisseaux immenses, mais une première réduction est un peu du même ordre. La carte de commandement équipage commandant stratégique passe elle aussi de 10 à 6 points. Et oui, celle-ci également était beaucoup trop chère. Mais nous avons ensuite toute une catégorie d'améliorations spécifiques aux vaisseaux immenses qui évoluent. Tous les points d'accroche voient leur coût diminuer, de manière plus ou moins significative. Ce qui concerne probablement au premier chef le Raider et la CR-90, je dirais. La batterie à canon ionique, la très chouette batterie défensive et enfin les tubes d'artillerie coûtent désormais 1 point de moins. La très onéreuse batterie turbo-laser coûte quant à elle 2 points de moins, même si elle demeure le point d'accroche le plus cher. Enfin, la batterie de ciblage coûte désormais 3 points de moins, ce qui est très intéressant pour le coup. Et voilà pour les batailles épiques et les vaisseaux immenses. Et pour l'ensemble de cette mise à jour en fait. Causer de tout ça a demandé du temps, beaucoup de temps. Et 8 articles vidéo au bordel. Décidément, il n'aurait pas été raisonnable d'envisager tout en bloc, je tâcherai de m'en souvenir à l'avenir. Il est sans doute temps de dresser un rapide bilan, mais je crois qu'il faut le scinder en deux parties. La première concerne la mise à jour des coûts et globalement ici que du bon, pas grand chose à redire. Le nombre très limité des augmentations est appréciable, même si je suis un peu chagriné par le sort de Howlrunner, Sniff, et les réductions généralisées sont appréciables si, dans un nombre de cas non négligeable, elles ne devraient pas non plus changer grand-chose. Pas mal de génériques qui baissent sans devenir beaucoup plus attrayants, notamment, je vous renvoie par exemple à ma vidéo sur l'Alliance Rebelle ici. Certaines factions, surtout celles un peu à la traîne, ont reçu des buffs appréciables, à vue de nez je dirais surtout le Premier Ordre et les racailles et scélérats, mais les autres factions à ce niveau ne sont pas nécessairement pénalisées pour autant. À ce niveau. Parce que la seconde partie de ce bilan doit porter sur le format hyperespace. Ici, le bilan est beaucoup plus contrasté. J'en reviens à la même antienne. L'idée me paraît bonne quand elle implique des contraintes stimulantes, mais la réalisation me paraît parfois un peu bâclée. Concernant certaines factions, même avec des restrictions assez sévères, les exclusions dessinent des profils guerre compétitifs à vue de nez, mais incitant à tenter des choses différentes. C'est le cas surtout, à mes yeux, du moins pour l'Empire Galactique et les racailles et scélérats. Pour moi, ces deux factions sont celles qui ont été traitées de la manière la plus pertinente au regard des intentions affichées de ce nouveau format hyperespace. Une autre faction a été un peu poussée, mais parce qu'elle en avait besoin, et c'est le Premier Ordre, pour lequel les exclusions ne sont pas trop sévères.
Il est bien plus problématique que ce même constat s'applique à des factions qui tournaient bien et qui ne sont guère contraintes, voire pas le moins du monde, par ce nouveau format. Clairement ici, même si toujours pour moi, l'Alliance Rebelle et la Résistance. Mais en sens inverse, les deux factions restantes, plus ou moins dominantes, ont été assez drastiquement affectées, au point où on en arrive parfois au moins à la limite de la frustration. Les séparatistes et la République. À cet égard, le bilan ne peut donc qu'être contrasté. Mais bien sûr, ce sont des impressions à chaud. De bons joueurs sauront, j'imagine, s'accommoder des contraintes les plus sévères et proposer de nouveaux archétypes efficaces. C'est tout le mal que je souhaite à ce nouveau format. Allez, il est temps de lâcher un peu mon clavier. J'en ai fini, pas trop tôt, avec l'analyse de cette mise à jour. Maintenant, il s'agit de jouer. Un nouveau compte-rendu de bataille ne devrait pas trop tarder. Après quoi, il sera bien temps de se pencher sur les extensions de la Vaxis, supposées sortir dans une semaine tout juste. Alors, restez tunés. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo et de cette série de vidéos sur la mise à jour de janvier 2020. J'espère que tout ça vous a plu, vous a intéressé, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous en prie, ça serait très appréciable et merci d'avance. Pour tout cela, vous avez plusieurs moyens. Il y a les abonnements, il y a les commentaires, il y a les pouces, il y a les partages, tout cela est tout à fait bienvenu et je vous en remercie. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite des opérations.